Christophe Colomb avait-il aperçu des sirènes dans les mers des Antilles, confirmant ainsi une vision antérieure sur les côtes de Guinée. Le capitaine John Smith devait faire la même rencontre un siècle plus tard de la Virginie. Deux autres mythes de l'Antiquité et du Moyen Âge se greffèrent solidement dans le Nouveau Monde, les Amazones et les géants. Le mythe des Amazones, moins fantastique que les précédents, était soutenu par une longue tradition légendaire. Homère, Hérodote, Diodore de Sicile, Hippocrate, et même historique avec la rencontre d'Alexandre le Grand et de Thalestris, reine des Amazones. Le mythe va prendre corps en Amérique. Colomb recherche l'île femelle. Il est persuadé que Haïti est bien l'île Matitino, l'île mythique. Les Indiens de Haïti lui dirent qu'en continuant dans cette direction, il ne manquerait pas de rencontrer l'île Matiti, dont il disait qu'elle était peuplée par des femmes sans hommes. L'amiral eût été bien content d'y accoster afin de pouvoir présenter au roi catholique une demi-douzaine de ces femmes. Il dit du moins qu'il est certain que ces femmes existent vraiment. À certaines époques de l'année, les hommes venaient les visiter de l'île Caribe qui se trouvait à une douzaine de lieues de distance. Si elle donnait le jour à un garçon, elle l'envoyait dans l'île des hommes. Si c'était une fille, elle la gardait dans la leur. Christophe Colomb, journal de bord, 16 janvier 1493. Ces femmes guerrières ont échappé à Grijalva et à Jiménez de Quesada, mais Orellana finit par les rencontrer et il est aussi question dans le récit d'Ulrich Schmidel 1567 qui les appelle Amocènes et qui assure qu'elles vivent dans une île fluviale du Paraná. Il associe comme Walter Raleigh El Dorado. Jean Moquet, successeur de André Thévé, comme cosmographe du roi, répète l'histoire tout en réfutant la croyance que ces femmes guerrières se brûlaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Le mythe était dès lors lié à l'Amérique. Encore au XVIIIe siècle, l'esprit curieux d'un voyageur scientifique comme La Condamine, qui donna un second souffle à cette légende persistante en affirmant que si jamais il y a pu avoir des Amazones dans le monde, c'est en Amérique. La légende fut encore plus favorable aux géants qu'aux Amazones. Eux au moins ont été observés et mesurés. Le premier à en parler fut Alberigo Vespucci, rebaptisé Amerigo par le planisphère de Waldseemüller, publié sous la direction du cartographe Martin Waldseemüller à Saint-Dié-des-Vosges en 1507, sur une carte intitulée Universalis Cosmographia, contient la première mention du mot America, francisé comme Amérique, nom donné en l'honneur de son apport à la cartographie du continent Amaruca, Amerique, Amaraca. Amerigo Vespucci reçut son prénom hérité de ses voyages et découvertes au Nouveau Monde. Pas le contraire, l'Amérique n'a pas été baptisée du prénom de l'explorateur, sinon nous aurions nommé le continent par son nom, Vespuccia. Et Alberigo n'étant pas un souverain, la règle qui fait exception comme Georgia, Virginia, Carolina, Victoria sont des prénoms de régents de familles royales attribués aux territoires conquis en hommage aux suzerains selon les époques. Pour comparaison, la Colombie vient du nom de Christophe Colomb. Personne ne donne son prénom à un territoire colonisé dans l'histoire des découvertes, si ce n'est par le nom d'un roi ou d'une reine. Alberigo Vespucci, de son vrai nom, affirme avoir rencontré 36 hommes
d'une taille si élevée que chacun d'eux à genoux était plus grand que lui debout. Mais c'est surtout Pigafetta qui va fixer l'image d'un peuple gigantesque dans la partie méridionale du continent. Un jour, sans que personne y pensât, nous vîmes un géant. Il était si grand que le plus grand d'entre nous ne lui venait qu'à la ceinture. Magellan le baptisa Patagon, nom d'une nation de géants qui sévissait dans le livre racontant les exploits de Prima Léon, 1512. Au XVIe siècle, André TV, encore lui, assure que la réalité dépasse la fiction et que les sauvages du Rio de la Plata sont si effroyables et démesurés de grandeur que les plus petits d'entre eux font 10 pieds de hauteur, les autres 11 et d'autres encore jusqu'à 12. Il affirme avoir pris à son bord un géant qui eût mangé une hotte de biscuits à son repas et buvait autant qu'un cheval, vidant un seau d'eau tout d'une traite. Le mythe résiste à l'observation car les témoignages se succèdent. Sarmiento de Gamboa, les Hollandais, Sibalt de Verte, Olivier de Norte, les Anglais Nivet et Narborough, les Espagnols Bartholomé et Gonzalo de Nodal, les Français Frogère et Fraisier. En plein siècle des Lumières, l'Anglais John Bryan déclare s'être trouvé au milieu d'une tribu d'hommes grands de 9 pieds et plus. Le débat participé de la Disputa del Nuevo Mundo, il fut pratiquement clos par l'autorité de Bougainville qui concède que ces hommes sont d'une belle taille, mais qui précise qu'il a depuis trouvé dans la mer du Pacifique une nation d'une taille plus élevée que n'est celle des Tehuelche Patagons. Les Indiens étaient civilisés. Est-il utile de dire que l'œuvre dénonciatrice de Las Casas sera largement utilisée par les ennemis de l'Espagne? André TV rappelle les exactions commises par les conquistadors et le travail forcé des Indiens indios qui furent appelés negros indifféremment, exploités pour satisfaire une cupidité condamnable. Penzoni cite quelques anecdotes exemplaires dans lesquelles, à l'instar de la brevísima relación de las casas, les Indiens indios, ou indifféremment appelés par les Espagnols negros, sont comparés à des moutons innocents. Victimes de la férocité des loups conquérants, ils évoquent les suicides collectifs des Indiens désespérés qui n'ont pas trouvé d'autre solution pour échapper à l'insupportable tyrannie de leurs bourreaux. Ils supposent au lecteur comme un fait authentique la parabole des Indiens indios ou negros versant de l'or fondu dans la gorge d'un Espagnol en répétant pendant le supplice la phrase symbolique « Mange, mange l'or, chrétien ».